Et selon vous, quels facteurs ont participé à la réussite de cette procédure de passation du contrat de partenariat? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qu'on peut mettre en avant. Charité bien ordonnée, commençant par soi-même, je vais parler d'abord de notre établissement et du fait que nous avons constitué une équipe dédiée au pilotage de ce projet. On peut faire référence à d'autres projets qui sont pilotés par une cellule au sein d'une structure complexe, dotée d'un organigramme plus complexe, où du coup les circuits de décision peuvent s'en trouver ralentis. Nous sommes, nous, dans le cadre d'un établissement qui a pour unique mission la réalisation, en attendant la gestion, l'exploitation, la valorisation, la réalisation donc du campus. À cet égard, nos circuits de décision sont relativement rapides. Nous avons pu choisir les membres de notre équipe en fonction des compétences dont nous souhaitions disposer pour piloter le contrat de partenariat. Et c'est là un point extrêmement important, sachant que comme nous sommes relativement peu nombreux, nous pouvons travailler en mode projet, dans un cadre très efficace en termes de réactivité, dans un cadre également convivial. Et je crois qu'on peut souligner l'importance de l'implication individuelle de chaque membre de l'équipe qui s'est vraiment approprié le projet et qui le porte en lui-même au-delà de sa seule fiche de poste, entre guillemets. J'insiste vraiment beaucoup sur cette notion de convivialité et de savoir-être qui, pour moi et pour beaucoup aussi, dans la réussite du projet. Alors l'établissement public et son équipe ne seraient rien sans les assistants à la personne publique que nous avons recrutés extrêmement en amont, puisque ce n'est pas au moment du lancement de la procédure que ces domaines techniques doivent être appréhendés, qu'on parle de modèles financiers, qu'on parle de dispositifs juridiques ou qu'on parle d'organisation des bâtiments. Dès la phase de programmation en amont, il faut bien entendu se poser un certain nombre de questions, parfois extrêmement pointues, et auxquelles les membres de l'équipe projet stricto sensu de l'établissement public ne sauraient pas répondre par eux-mêmes. Donc que ce soit notamment sur les volets financiers, avec l'élaboration d'un modèle financier à long terme, on parle d'un contrat sur 30 ans, que ce soit sur le volet juridique, que ce soit sur le volet technique, que ce soit aussi sur le volet urbain, puisque nous sommes sur un campus qui va occuper 6,5 hectares et qui nécessite de réfléchir au-delà de la structure du bâtiment à l'organisation urbaine de la ville et du quartier de ville qu'on est en train de construire. Nous sommes adjoints des compétences dès l'année 2010-2011, dans le cadre de contrats envisagés à moyen terme, c'est-à-dire plutôt sur une durée de 4 ou 5 ans, avec l'idée que ces assistants à la personne publique, dont vous faisiez partie, Justine, nous accompagnent pendant une durée significative. Le choix de ces APP est évidemment un élément extrêmement important, y compris dans la confiance qu'on arrive à tisser avec eux et de faire en sorte qu'on travaille tous ensemble à l'élaboration du même projet, au-delà d'une stricte relation de client à prestataire. Le troisième point qui me semble important à souligner, je pense que dans le cadre d'une procédure qui nous était imposée, encore une fois, puisque ce ne sont pas les universités ou écoles qui ont choisi de faire un PPP, c'est l'État qui nous l'a demandé, nous avons tenté de tirer le meilleur parti de la procédure et d'éviter un certain nombre d'écueils que d'autres avaient pu rencontrer dans le cadre de ces mêmes procédures. Je tiens notamment à souligner qu'en termes de maintien du programme, nous avons été extrêmement rigoureux. Nous avons souhaité éviter toute remise en cause du programme, hormis quelques adaptations tout à fait mineures. Mais depuis le début de la procédure, pendant toute la phase de choix du lauréat, et y compris maintenant pendant la phase de réalisation, nous nous attachons à faire en sorte que le programme perdure et à ne pas le remettre en cause. Et c'est sans doute un écueil principal qu'ont rencontré un certain nombre de partenariats publics-privés sur d'autres sites. Pour tenir ce programme, c'est une conséquence logique et c'est le quatrième point que je voulais souligner. Nous avons mené depuis le début une démarche transparente et concertée avec un maximum d'acteurs. Alors ces acteurs sont bien sûr au premier chef les acteurs académiques que nous représentons, donc les chercheurs, les étudiants, les personnels administratifs qui viendront s'installer sur le campus. Ce sont également l'ensemble des collectivités territoriales qui aujourd'hui parlent d'une voix unanime autour de l'opportunité du projet. Et ça fait des années qu'elles sont dans cette logique-là. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Je rappelais tout à l'heure quelques aléas que nous avons connus dans la procédure quand il a fallu mobiliser le gouvernement au plus haut niveau. Il était important que toutes les voix de toutes les collectivités locales soient là pour réaffirmer une volonté commune de faire avancer le projet et de le faire redémarrer.
Donc cette démarche de concertation qui parfois se heurte à des contraintes de confidentialité que notre APP juridique nous rappelle régulièrement, de non-divulgation d'informations confidentielles, a toujours été à l'œuvre et nous a permis, je pense, d'élaborer un programme qui réponde vraiment aux attentes des usagers et d'éviter justement ces remises en cause qui auraient été, sinon fatales, du moins problématiques dans le cadre d'un PPP. Et donc aujourd'hui, on voit que le chantier a bien avancé, hein, on voit toutes les grues présentes. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur justement l'avancée de ce chantier, hein, voilà, si on est dans les temps, si tout se passe bien, voilà. Le premier constat qu'on peut faire, c'est la relative rapidité avec laquelle les opérations se mettent en place. À l'issue de la signature du contrat, le groupement était en charge d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à la construction, permis de construire notamment. Et ces opérations se sont menées de façon extrêmement efficace, de même que le démarrage du chantier. Alors, nous avons eu la chance de ne pas connaître d'aléas ni pyrotechniques, de pollution insoupçonnée ou autre. À cet égard, tous les travaux amont qui avaient été faits par la personne publique ont été particulièrement importants. Et la qualité de la reconnaissance des sols, par exemple, et de l'information qui était apportée aux candidats était fondamentale. Ça pouvait éviter justement d'avoir de mauvaises surprises en phase réalisation qui auraient sans doute rendu beaucoup plus compliquées les relations entre la personne publique et la personne privée. Donc le chantier avance à bon train, comme on peut le voir derrière nous, dans un calendrier qui est conforme à celui du contrat. Les principaux aléas que nous avons rencontrés cet hiver ont été liés aux chutes de neige et aux températures particulièrement basses. Mais la bonne rédaction du contrat en termes de gestion des conditions d'intempéries permet d'être extrêmement clair sur ce qui est imputable aux faits extérieurs et qui peuvent faire l'objet d'un dégagement de responsabilité de la part de la personne privée sans que les discussions ne s'enveniment, puisque tout est clairement écrit dans le cadre du contrat. Donc parfois, on est dans le cadre de la rédaction du contrat à se torturer un petit peu l'esprit, à imaginer ce qui peut arriver de pire dans des conditions un petit peu dramatiques. Quelque part, c'est l'objet d'un contrat que d'imaginer justement la façon de sortir de situations de crise, dans l'espoir évidemment qu'elles n'arrivent pas ou qu'elles arrivent le moins possible. Donc la précision dans la rédaction du contrat, je pense, nous a permis d'avoir aujourd'hui de bonnes relations avec le groupement. Ces relations sont quotidiennes aujourd'hui, pas forcément en termes de réunion, mais au moins en termes d'échanges par mail ou par courrier. Nous n'avons pas eu aujourd'hui à mettre en œuvre de pénalités vis-à-vis du groupement, donc c'est un point, je pense, qui illustre les bonnes relations qui nous lient. Après, les relations sont parfois rendues un petit peu complexes par le fait que le groupement est polyvalent. On a dans le groupement un promoteur, on a des maîtres d'œuvre, on a un exploitant qui est déjà là dans la phase de conception. Et parfois, les relations bidirectionnelles ou triangulaires sont un petit peu difficiles à analyser, mais c'est important vraiment d'avoir la bonne vision des enjeux de chacun et de comprendre pourquoi est-ce que de temps en temps l'alliance se fait avec le mainteneur ou avec le maître d'œuvre ou avec le promoteur dans un cadre rendu un petit peu plus complexe par le fait qu'on a d'emblée tous les acteurs autour de la table. Donc ça, c'est un point qui me semble extrêmement important à souligner. Le deuxième point que je voudrais souligner, qui est peut-être une complexité supplémentaire par rapport à la maîtrise d'ouvrage public, c'est le pilotage financier de l'opération de partenariat public-privé. On n'est pas dans le cadre du pilotage d'une dotation budgétaire, comme ça peut se faire de façon assez classique finalement. On est dans le cadre d'une opération à 30 ans, pilotée par l'intermédiaire d'un modèle assez élaboré, à long terme, qui inclut des dimensions de trésorerie extrêmement prégnantes, qui est sans doute complexifiée par le fait que l'origine de nos financements est multiple, puisqu'il y a la dotation campus, mais il y a aussi une part du budget des établissements qui vont venir s'installer sur le campus. Donc il est vraiment important de changer son état d'esprit par rapport au pilotage financier d'une opération de construction, comme on peut la vivre en maîtrise d'ouvrage public, pour rentrer vraiment dans une logique de pilotage sur le long terme, avec des considérations financières, la prise en compte des taux d'intérêt, etc., qui sont assez peu présentes dans le cadre d'une opération en maîtrise d'ouvrage public. Et justement, sur ce point, enfin, sur le point de comparaison avec les contrats passés sous maîtrise d'ouvrage public, quels sont comment ressentez-vous les différences en fait, de management du contrat, de relation avec le titulaire du PPP, hein, par rapport à ce que vous pouvez vivre sur d'autres projets où
pour le coup, vous êtes sous la loi MOP? C'est vrai qu'on a la chance de vivre effectivement un projet avec différentes casquettes, puisque nous avons la responsabilité en loi MOP de la construction de certains ouvrages, où nous suivons la construction en loi MOP par la région Île-de-France de certains autres. La chose qui me semble vraiment la plus frappante, finalement, quand on compare les deux opérations, c'est au moment du choix, au moment de la signature des contrats, la différence de précision dans l'objet que l'on achète. Lorsqu'on réalise une opération en loi MOP, on a un jury qui se penche souvent sur des esquisses, des bâtiments relativement peu dessinés, dans une phase en tout cas très amont, avec cette conséquence que le bâtiment qui est livré au final, parfois, présente certaines différences significatives par rapport à l'esquisse qui a fait l'objet du choix du jury. Dans le cadre d'un partenariat public-privé, d'une autre en tout cas, nous avons acheté un certain nombre d'ouvrages, qu'il s'agisse des bâtiments ou des ouvrages extérieurs, avec une définition qui était déjà pratiquement au niveau de l'APS, de l'avant-projet sommaire, donc beaucoup plus détaillée. Bien entendu, ça a des conséquences sur la rémunération en amont des équipes, des candidats qui ont travaillé à l'élaboration des projets, avec des indemnités beaucoup plus significatives en PPP qu'en loi MOP. En revanche, on sait beaucoup plus ce que l'on a acheté, et la conséquence, c'est que les bâtiments qui seront livrés vont ressembler beaucoup plus à ce qui avait été présenté au moment de la signature du contrat en 2016, que ce n'est en général le cas lorsque sont livrés des bâtiments en maîtrise d'ouvrage public et qu'on s'amuse à comparer ce qu'était l'esquisse initiale. C'est aussi pour nous important en termes de crédibilité vis-à-vis des futurs usagers du campus, à qui on montre d'une certaine façon que oui, ce qui est livré ressemble vraiment à ce qu'on vous avait montré il y a quelques années au moment de la signature du contrat. Et c'est un point important qui est sans doute aussi de nature à limiter les dérives, y compris financières, qu'on peut connaître parfois en loi MOP, il ne faut pas se le cacher. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense qu'il est important de souligner, c'est le changement d'attitude que doit avoir la personne publique dans son pilotage de l'opération. On est beaucoup moins dans la décision, on est beaucoup plus dans le contrôle, dans l'idée de faire en sorte que le maître d'ouvrage, qui est au sein de la personne privée, tienne les objectifs qui étaient définis dans le programme qui avait été élaboré en amont en 2012 en ce qui nous concerne. Et à cet égard, il faut parfois réfréner une envie, parfois même de prendre le crayon, de vouloir dessiner, etc., même si on peut avoir des idées sur la meilleure façon de faire, mais beaucoup plus se placer dans le respect d'objectifs de performance qui étaient l'état d'esprit dans lequel le programme avait été élaboré. Et à cet égard, la confiance qu'on a dans ces APP est tout à fait fondamentale. Dans un APP technique qui est capable, qui a vécu souvent déjà cette expérience, parfois aussi bien côté personnes privées que côté personnes publiques d'ailleurs, et dans son APP juridique qui de temps en temps est là pour vous dire mais attention, là vous allez peut-être un petit peu loin dans la façon dont vous envisagez vos relations avec le groupement. Voilà, il faudrait plutôt présenter les choses par rapport à un objectif plus général, plus global, etc. Donc ça, c'est vraiment un état d'esprit un petit peu différent à avoir, savoir se réfréner et piloter un contrat complexe avec une dimension financière et juridique beaucoup plus complexe qu'en maîtrise d'ouvrage public, mais en sachant prendre un petit peu de distance avec la technique de réalisation des ouvrages. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions et pour votre temps. Merci à vous, Justine.